Il faut parfois prendre garde à ses prémonitions. En ce jeudi 14 mai 1610, jour de l'assassinat d'Henri IV, le constat va tristement se vérifier. Jugez plutôt. Sur le coup de 9 heures, après s'être promené dans le jardin des Tuileries, Henri va entendre la messe au Feuillant, rue Saint-Honoré. Il semble soucieux. La veille, qui a vu le couronnement solennel de sa femme, Marie de Médicis, à Saint-Denis, un médecin quelque peu astrologue l'a mise en garde contre la journée du lendemain. Après le déjeuner, il s'en va saluer la reine dans sa chambre, avant de retourner dans son cabinet, où il se met à son écritoire. Soudain, il porte la main à son front. « Mon Dieu !» s'exclame-t-il, « j'ai quelque chose là-dedans qui me trouble fort. » Il retourne chez elle et lui dit « Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne puis sortir d'ici. » Est-ce un billet anonyme contenant ces mots ? « Sire, ne sortez pas ce soir. » Qui l'aurait troublé ? Il demande l'heure. « 4 heures, lui répond-on. Il commande son carrosse. Il doit rencontrer à l'Arsenal son surintendant, Sully, souffrant, afin d'évoquer avec lui les dernières mesures à prendre avant son départ pour l'armée. Marie de Médicis fait son possible pour le retenir. Qu'il reste donc au Louvre s'il ne se sent pas bien. Sa décision est prise. Il l'embrasse, passe la porte, puis revient et l'embrasse 2 fois encore. « Je ne fais qu'aller et venir. Je serai de retour dans 1 heure. » Les banquettes du carrosse sont disposées en carré, se font face. Le roi s'assied sur celle du fond, avec à sa droite le duc d'Épernon. De part et d'autre de la portière droite, dos à la rue, prennent place le maréchal de Lavardin et M. de Roquelaure. À celle de gauche, les ducs de Montbazon et de la Force. Et, sur la banquette de devant, face au roi, les sieurs de Liancourt et de Mirabeau. Comme il fait un temps radieux, les ridelles de cuir des fenêtres sont relevées. À cette époque, il n'y a bien sûr pas de vitres au véhicule. Dans l'étroite rue de la Ferronnerie, une charrette de foin et une autre, chargée de tonneaux de vin, se sont accrochées. Elles obstruent le passage. Le carrosse s'arrête le long de la maison du notaire, Poutrin, à côté d'une auberge, à l'enseigne du cœur couronné, percé d'une flèche. Un signe du destin. C'est alors qu'un individu athlétique à la barbe rousse, aux cheveux fauves, saute sur l'un des rayons de la roue, se penche à l'intérieur de la voiture et de la main gauche plonge un couteau effilé dans la poitrine du roi. Le drame ne dure que quelques secondes. L'agresseur reste figé, comme hébété, son couteau ensanglanté à la main, alors qu'il aurait pu profiter de la confusion pour s'échapper par une petite rue adjacente. Le carrosse a fait demi-tour pour regagner le Louvre à vive allure, semant l'affolement sur son passage. Henri IV est transporté dans le cabinet de la reine et assis dans un fauteuil, puis étendu sur un lit. Désemparée, folle de douleur, Marie de Médicis sort de ses appartements. « Le roi est mort, le roi est mort !» répète-t-elle, bouleversée. La dépouille du bon roi Henri, lavée et vêtue d'un pourpoint de satin blanc, est transportée dans sa chambre. Un nouveau règne commence. Quelles sont les causes du drame ? Quelle est la personnalité du criminel ? Y a-t-il eu un seul tueur, plusieurs tueurs, de hauts commanditaires? Qui sont ces individus armés qui ont voulu tuer l'assassin? Le roi est mort, l'énigme Ravaillac commence, et la troublante prémonition se dissipe. Ce jour-là, 14 mai 1610, l'assassinat d'Henri IV, à suivre, heure par heure, dans Historia.